place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareille aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît. Le journal du dimanche m'a proposé de faire en effet une rubrique avec les sujets que je souhaiterais, un peu à l'image de mon livre, c'est-à-dire mêlant la vie politique institutionnelle avec un peu de chronique littéraire ou des échos de la vie intellectuelle ou bien artistique, etc. Enfin, ça s'appelle la liberté absolue. Alors, comme toute liberté, elle est vertigineuse et angoissante. Donc chaque semaine, je me demande un peu ce que j'aurai au menu, mais voilà, c'est très agréable à faire. Donc c'est la liberté totale. Puis moi, totale. j'aime écrire. C'est la liberté totale, vous n'avez vraiment pas d'angle prédéterminé. Cette semaine, on parle de la littérature autour de l'Europe, mais ça peut être complètement autre chose la semaine prochaine. J'ai aucune idée, nous sommes aujourd'hui dimanche matin, et je commencerai à avoir des idées et de l'angoisse, ou plutôt de l'angoisse si pas d'idées, mardi. Vous interdisez les coups de gueule ou... Ah non, au contraire, je les mitonne pour l'instant. Et maintenant, je m'adresse au fondateur de la revue Le Débat. Vous avez fondé Le Débat en 1980, d'ailleurs 4 ans, juste avant que vous publiiez dans les lieux de mémoire la préface de Ferdinand Buisson et son dictionnaire. Le Débat, on reçoit beaucoup Marcel Gauchet ici à Strasbourg régulièrement. C'est avec lui que je fais le débat, heureusement. On est très heureux de vous avoir. Quelle est votre perception de la vie intellectuelle aujourd'hui? On dit beaucoup que les intellectuels français, en ce moment même où on parle, d'ailleurs, on a Albert Camus qui est sur la scène de l'Aubette, enfin tout moins la mémoire d'Albert Camus qui est sur la scène de l'Aubette, on dit beaucoup que les intellectuels en France, on les entend de moins en moins. On cherche un petit peu... Ou de plus en plus, parce que je crois qu'au contraire, disons, l'échec d'une politique de gauche a fait que ces intellectuels ont de moins en moins de prise sur la société et du coup on rajoute, si j'ose dire, dans la radicalité purement intellectuelle. Ce qui favorise une espèce d'outrance verbale chez certains, de volonté transgressive, et dans une société médiatique si forte, la nécessité de parler plus fort que l'autre pour se faire entendre. C'est le cas d'un certain nombre d'intellectuels qui, à leur qualité sérieuse, ajoutent une sorte de posture médiatique inévitable. Est-ce que justement cette inflation médiatique, notamment via les réseaux sociaux et tout cela, ça empêcherait aujourd'hui un nouvel Albert Camus d'émerger ? Oui, probablement. D'abord, nouvel Albert Camus, n'oubliez pas que Albert Camus, c'est une construction de l'histoire, si j'ose dire. Sur le moment, il a eu beaucoup de succès immédiats, et puis sa polémique avec Sartre l'avait, aux yeux au moins de la jeunesse, anesthésié, sidéré. On l'avait oublié, et c'est au fond les petits-enfants, si j'ose dire, qui retrouvent dans Camus une sorte de sens de la mesure, une moralité oubliée et un personnage qui est plus célébré peut-être que lui. Elle tourne toujours pareille aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté.
Mais c'est étonnant, un tel succès. Vous avez écrit ce livre en partant de votre expérience personnelle. Vous n'êtes pas médiatiquement, vous n'étiez pas médiatiquement connu auparavant. Il y a quand même des miracles d'édition assez formidables, non? Oui, je trouve ça, moi ça me plaît beaucoup. Après, ce que disent tous les éditeurs, c'est que ce ton-là, c'est-à-dire cette façon d'écrire qui est très proche du lecteur et puis qui n'est pas des enseignements très formels, très académiques, etc., mais plutôt partir d'une expérience personnelle sans tricher, juste vraiment spontané, c'est rare. Et en plus, il y a beaucoup d'anecdotes, c'est amusant, etc. Donc ils ont lu le début qui était traduit en anglais et ça donnait envie d'acheter le manuscrit. Alors on citait tout à l'heure sur le plateau avec Fabrice Midal les excellentes performances de votre livre, mais les excellentes performances du sien également. Foutez-vous la paix, c'est le titre de son livre. Il apporte un nouveau regard sur la méditation. C'est lui l'enseignant le plus célèbre de la méditation. Son ouvrage est dans les meilleures ventes des essais en France. Ça veut dire que tout simplement, vos ouvrages, les ouvrages sur ces sujets-là, ont un public de plus en plus nombreux et ça veut dire qu'il y a des besoins de plus en plus importants également dans ce domaine. Oui, et c'est très intéressant parce que c'est une forme de révolution. On peut l'appeler, pour mettre un titre, la révolution intérieure, mais en fait, cette pratique, dans un sens large, ça donne une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon d'être au quotidien, dans les rapports humains, en étant suffisamment connecté avec soi, avec ses émotions, avec ce qui est là tout de suite, pour repenser et revivre complètement différemment le rapport avec la société qu'on nous présente. Et je pense que c'est très porteur, c'est des individus, de l'exemple de chacun que va venir le changement de société dont on a besoin. Merci Kankyo. Merci. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Vous sortez à peine du plateau des Bibliothèques Idéales ici à Strasbourg, un plateau devant une salle comble. Vous êtes philosophe, vous êtes un des principaux enseignants de la méditation en France. J'extrais une phrase de votre livre. La méditation telle que je l'entends n'est pas une technique, elle est un art de vivre, l'art de se foutre la paix. C'est vraiment devenu central pour moi que ce qu'on a le plus besoin vraiment, c'est de se foutre la paix. On est tellement pris du matin au soir par des tas d'injonctions, souvent contradictoires. Il faudrait être plus calme, en même temps plus dynamique, il faudrait être plus à l'écoute, mais il faudrait être plus agressif, il faudrait être plus ambitieux, mais il faudrait être plus humble, que ça explose. Et donc je me suis rendu compte que ce qui est le plus nécessaire, c'est juste se foutre la paix. Juste s'autoriser à vivre ce que nous vivons, pour à partir de là trouver un nouvel allant. Et étrangement, tout est pris dans ce faisceau qui devient une injonction coercitive impossible à réaliser. Parce que le problème, ce n'est pas tant une injonction, c'est qu'une injonction auquel on ne peut pas répondre. Par exemple, sois calme. Comment on peut être calme tout le temps? C'est une injonction impossible. Et je me suis rendu compte que la méditation était devenue, elle aussi, un nouvel outil de cette manière dont on est mis dans des boîtes, dont on doit devenir toujours plus performant et déshumanisé. Et c'est pour ça que j'ai cette formulation qui semble au début paradoxale, foutez-vous la paix, ne faites rien, c'est ça méditer. Et toutes les idées qu'on a sur la méditation, je devrais méditer pour être plus calme, je devrais méditer pour être plus efficace, je devrais méditer pour, je devrais faire du yoga pour, je devrais faire attention à mon alimentation, je devrais... C'est juste trop. Et c'est tout à fait paradoxal, plus je veux garder le contrôle, plus je vais perdre le contrôle. Et c'est tout ça, maintenant, si vous voulez faire un régime pour maigrir et vous décidez que vous devez maigrir, vous êtes sûr que ça ne va pas marcher. Vous décidez, je veux arrêter de fumer, vous pouvez vous répéter autant que je veux arrêter de fumer, ce n'est pas ça qui va faire le déclenchement. Au contraire, plus vous allez vouloir, plus vous allez à un moment craquer. Et donc, il y a un changement à faire. Et c'est ce changement que j'essaye de dessiner dans Foutez-vous la paix. Bonjour Simon Liberati. Bonjour. Vous êtes là pour Les Rameaux Noirs, votre livre. Votre père est aux urgences, c'est le début du livre.
Il m'a montré un autre visage que celui que je connais. Peut-être l'ai-je aperçu enfant et m'a-t-il fait peur. Voilà une première phrase d'un livre qui est très forte. Ben écoutez, oui, c'est parti d'un effet de... Vous savez, c'est un mélange entre la vie et l'écriture, toujours, enfin la lecture chez moi. Et donc j'étais en train de réfléchir sur l'inspiration et la poésie en relisant des vieilles choses, pas kabbalistiques, mais anciennes, et Platon, enfin des choses comme ça. Et mon père a eu un petit problème dû à physique, on va dire, mais qui s'est traduit par des symptômes psychologiques. Et voilà, donc ça m'a fait un choc parce que c'est la personne avec laquelle j'ai eu un dialogue depuis 40 ou 50 ans, uniquement consacré à la littérature, qui est la seule chose qui m'intéresse profondément. Et donc c'était un peu mon interlocuteur, c'était peut-être un peu moins depuis quelques années mon interlocuteur de préférence, parce que j'en ai eu d'autres, mais voilà, donc c'était un choc parce que c'était une référence et que le surréalisme auquel il a appartenu est pour moi quelque chose qui est resté quelque chose de très important. Christophe Honoré, bonjour. Bonjour. Je cite la quatrième de couverture, la première phrase de la quatrième de couverture. Je m'appelle Christophe et j'étais déjà assez âgé quand un enfant est entré dans ma chambre avec un papier à la main. Et ensuite, dans tout le livre, vous vous lancez dans un autoportrait, on va dire, romancé. Un homme qui vous ressemble, mais qui n'est pas tout à fait vous quand même. C'est difficile comme exercice, ça ? C'est pas forcément difficile parce que quand vous commencez à poser la sincérité comme une contrainte, puisque c'était quand même le principe, ça vous libère aussi finalement, parce que vous savez ce que vous allez raconter, vous êtes sur la vérité. Et après, ce qui est plus difficile, étrangement, c'est de choisir à quel moment vous allez faire advenir la fiction pour aider à la conduite du récit. Et c'était vraiment l'enjeu de ce livre, c'est que j'ai concentré sur un hiver, sur une saison, plein de petits événements qui me sont arrivés, et pour essayer de donner comme ça j'allais dire une forme d'enquête à ce livre que j'ai fini par appeler roman, parce que si tout est vrai, malgré tout, tout est aussi organisé et mis en scène. Justement, à la lecture de ce livre, on le sent bien, tout ce que vous venez de dire, mais c'est difficile pour vous, en tant qu'auteur, d'arbitrer à quel moment je mets un poil de plus de fiction, ou est-ce que là, je dois me cantonner à la réalité? Comment ça se procède dans la tête, ça? C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la structure. Alors après, c'était mon travail de cinéaste et de scénariste qui fait que j'ai pas pu m'empêcher de faire en sorte quand même qu'il y ait une dramaturgie dans le livre. Et je voulais pas que ce soit un journal. C'est pas le journal d'un père homosexuel avec sa fille. Il y a un enjeu et cet enjeu est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que j'étais menacé par quelqu'un, en tout cas que mon mode de vie était observé par quelqu'un et qui estimait que je devrais en avoir honte de ce mode de vie, du coup j'ai quand même organisé le récit pour réussir à aboutir à une résolution, on va dire. Dernière question, il y a un moment au cœur du livre où le narrateur entasse frénétiquement 118 livres dans une valise avec la ferme intention de s'en débarrasser. Ces bouquins comptent pourtant de façon importante pour lui, puisque dans le roman, on trouve même sur 2 pages la liste exhaustive des auteurs. Quel passage très fort. Oui, parce que vous voyez, les écrivains homosexuels qui sont lancés dans des récits à la première personne, il y en a beaucoup en littérature française, mais comme en littérature étrangère. Pourquoi à un moment des homosexuels ressentent le besoin de s'exprimer à la première personne? Et donc je savais bien que j'arrivais après d'autres gens. Et donc c'était important pour moi qu'ils figurent vraiment dans le livre et que justement je puisse aussi essayer de définir mon identité par rapport à la leur, et qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui j'appartenais à une époque où l'homosexualité n'est plus un délit, c'est l'homophobie qui est un délit, mais en revanche la figure du père homosexuel est encore une figure qui terrifie et qui paraît menaçante pour beaucoup de gens. Merci Christophe. Merci à vous. Alain, tout
part des reproches d'Elisabeth de Fontenay sur ce qu'elle appelle vos écarts. Elle vous a un peu poussé dans vos retranchements et vous avez choisi tous les deux de vous adresser des lettres. C'est en quelque sorte un face-à-face apaisé. On va dire ça comme ça. Je ne sais pas s'il est apaisé, mais je crois que nous avons bien fait de choisir la forme épistolaire. Peut-être que le véritable face-à-face aurait donné lieu à des affrontements plus virulents. Mais en effet, Elisabeth de Fontenay a choisi Elisabeth de Fontenay, a voulu ce livre parce que, à ma grande surprise d'ailleurs, je ne me doutais pas, elle en avait gros sur le cœur. Et elle m'a interrogé notamment sur ma dérive ultra-droitière, ce qui m'a donné l'occasion à moi-même de réfléchir sur la pertinence, l'actualité, la signification profonde du clivage droite-gauche. Grâce à elle, je me suis posé la question, ai-je trahi mon camp? Suis-je de droite? Et je lui dois cela, entre autres choses. Alors Elisabeth de Fontenay, d'entrée, vous, comme le dit Alain, vous lui reprochez son virage ultra-droitier, sa vision passéiste, on peut le dire, de l'évolution du monde, et puis vous assumez complètement, et ça c'est très drôle, en tout cas nous on l'a vécu comme très drôle à la lecture, vous assumez complètement le fait de lui faire la morale, en quelque sorte. Oui, je ne sais pas si c'est un virage à droite, je me pose la question. Je pense que c'est beaucoup une question de tempérament. Je crois qu'il a un tempérament conservateur. Et moi, j'aurais plutôt un tempérament social, intéressé par la question sociale. Ne voulant jamais mettre sous le tapis la question sociale, même si la métaphysique m'intéresse beaucoup. Voilà. Mais vous lui avez fait la morale complètement dans ce livre, quelque part. Oui, je dis ça pour rire. Il sourit d'ailleurs. Je dis ça pour rire. Je crois qu'il a suffisamment de quant à soi juif pour ne pas avoir besoin de leçons de morale venant de moi. Non, bien sûr. Je dirais quant à moi que je n'ai jamais été indifférent à la question sociale, mais je ne veux pas qu'un certain usage de la question sociale aide à mettre sous le tapis, pour reprendre l'expression d'Elisabeth de Fontenay, la question culturelle. Il y a un choc des cultures, aujourd'hui en Europe et en France, une fracture française, pour parler comme Gilles Kepel, qu'on ne peut pas aborder simplement en termes sociaux. Il se passe autre chose. C'est cela que, je pense, nous devons, les uns et les autres, regarder en face. Quant à mon tempérament conservateur, je voudrais dire simplement que je m'inscris dans la lignée du philosophe Hans Jonas, qui dit que le temps est venu de passer du principe espérance au principe responsabilité. Nous ne vivons plus dans la perspective d'un temps prometteur, l'avenir est menaçant, ce qui fait que le grand verbe de la gauche s'était changé, et le verbe qui vient aux lèvres aujourd'hui, face à tout ce qui menace, c'est sauver ou sauvegarder. Sauvegarder la terre, le monde, la langue, la civilisation, la France peut-être. En tout cas, la politique vous sépare sur le plan intellectuel, mais l'amitié, elle est toujours au centre du livre. Et moi, c'est ce qu'on a retenu. On peut être très opposé politiquement. On pourrait peut-être même avoir la violence de le faire, et ça, le phénomène épistolaire l'atténue un peu, mais on reste amis. C'est une chose que nous avons réussi, lui et moi, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je ne conseille à personne de se risquer dans une aventure de ce genre. Oui, c'est vrai. Elisabeth a raison, mais je voudrais dire aussi que nous avons... que beaucoup de choses nous rapprochent. Voilà. Donc, tout ça est sur le fond d'une très forte complicité. Je suis redevable à Elisabeth de sa réflexion sur le rapport de l'homme et des bêtes. Nous avons le même souci pour ces nations vulnérables que sont
la France et Israël, même si nous pouvons, vis-à-vis de l'une et de l'autre, avoir par ailleurs un rapport très critique. Et je pourrais énoncer d'autres proximités entre elles et moi, mais elles sont absolument fondamentales. Et c'est aussi ça qui rend possible un dialogue aussi vif, aussi violent, et quelquefois aussi douloureux sur d'autres questions. François, derrière nous, Elisabeth de Fontenay et Alain Finkielkraut terminent la dernière session, la toute dernière session des Bibliothèques Idéales 2017 dans cette salle de l'Aubette, qui est évidemment pleine, mais comme elle l'a souvent été. C'est le moment de tirer un premier bilan de cette édition 2017. Alors d'abord, ce dernier débat, ce sont les affinités électives. C'était un peu le surnom de cette manifestation, le petit nom de cette manifestation. Montrer que ce n'est pas que ce sont des créateurs ensemble, ce sont des plasticiens, ce sont des musiciens, ce sont des écrivains qui se retrouvent et qui partagent quelque chose, qui défendent un idéal commun, et c'est ce qu'on veut montrer aussi dans les bibliothèques idéales. Le bilan est assez incroyable cette année, parce que je trouve que on a vraiment, on est en train de trouver un esprit de festival, des gens qui viennent de partout, des publics très différents, puisque la programmation est ainsi faite que les publics se succèdent, ne se ressemblent pas, les débats ne se ressemblent pas, donc drainent d'autres publics. Abdelmalik sur Camus, Anne Sinclair et Raphaël Glucksmann sur la politique, Badiou et Todd sur la philosophie, donc des publics très différents, des queues incroyables sur la place Kléber, donc je trouve ça très touchant. Alors bien entendu, il y a eu des grands moments, on ne va pas tous les signifier, mais des moments d'extrême émotion. Moi je pense particulièrement peut-être pas forcément pour parler d'un écrivain, mais pour parler de tout cet environnement que tu essayes de créer, qui ne sont pas seulement les écrivains. Je pense à Valérie Lagrange, par exemple, hier, qui avec une émotion folle, je sais qu'elle a saisi beaucoup de gens, parce que beaucoup m'en ont parlé ce matin. Ça, c'est un peu la magie et la spécificité de ça. On n'est pas dans une foire au livre ici. Absolument. On est dans un moment d'émotion partagée. Christian Bobin avec une émotion incroyable en sortant de l'opéra, Kamel Daoud pour un de ses seuls déplacements avec une protection incroyable. On n'attend pas le client sur une place, derrière une table, et on n'est pas humilié non plus, parce que la signature est souvent quelque chose d'humiliant quand on n'est pas un écrivain très connu, quand on défend un univers poétique et littéraire différent, la signature peut être difficile. Donc le débat, la parole commune, et pas forcément le client qui attend l'écrivain qui attend le client sur la place. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer au bout de 10 ans ? Peut-être plus de fluidité, peut-être essayer de donner de la parole aux petits éditeurs, à des écrivains moins connus, dans des salles plus intimes, plus intimistes, peut-être. Avec un autre lieu, un chapiteau par exemple ? Chapiteau, ce serait magnifique. Comme Strasbourg, mon amour, oui. On décalerait quelque chose. Ce serait littérature au cœur de la ville, sur la place, sur le sol, sur la dalle. Oui. Ouais. En tout cas, François, on te remercie pour ta confiance. Hors norme, on s'est arraché un petit peu pour faire tout ce qu'on a essayé de faire. On aime la littérature depuis toujours avec ce magazine. On est un peu fiers de faire partie de cette aventure, mais on te doit beaucoup et le festival te doit beaucoup. Les vidéos ont beaucoup aidé cette année, les vidéos quotidiennes. Merci. Ça a été un dur travail, mais c'était passionnant. Merci à toi, François. À l'année prochaine, en 2018. À bientôt.